痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh canapèche, ça se procès. Aujourd'hui au programme, on va repartir sur une petite analyse de quelques points du scénario que je considère comme incompris par une bonne partie de la communauté. J'ai déjà fait une vidéo sur les choses que vous pensez vraies mais qui sont fausses, et ici, on va parler des choses qui sont mal interprétées. La différence est subtile, mais vous comprendrez, hein, pas besoin de faire une introducteur pour une fois. Et puisque j'entends que le suspense est aussi insoutenable qu'un truc difficile à soutenir, on va pouvoir commencer. Énorme sujet de Discord ici. Itachi agent double est au cœur d'un autre sujet de Discord, à savoir, Itachi a-t-il toujours été gentil? On l'abordera un jour sur cette chaîne, mais globalement, l'idée que l'auteur aurait pu créer le personnage d'Itachi comme un méchant et lui avoir donné tout son background ultérieurement, ce qui fait que certains éléments de la partie 1 doivent être réinterprétés. Et certains des gros arguments, c'est qu'Itachi n'a pas prévenu Konoha de l'attaque d'Orochimaru, qu'il n'a pas prévenu des avancées du plan de l'Akatsuki, qu'il n'allait rien faire dans les différents affrontements avec le groupe, etc. Et ça, pour un agent double, bah ça la fout mal. Si c'est un agent double, il devrait travailler pour aider au maximum Konoha, et là, bah il fait rien. Donc non seulement c'est la preuve que ce n'est pas un agent double, mais par extension, c'est aussi la preuve qu'Itachi était un méchant au début de l'œuvre. Eh bien, que nenni Gemini, car rien n'est fini, sache que je ne crains pas la mort, juste les cailloux et les petits pains. Oui bon, vous avez la ref. Posez-vous la question, être un agent double, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui travaille pour deux camps opposés en faisant croire qu'il est loyal alors qu'il en trahit un des deux. Ici, Itachi travaille pour l'Akatsuki, mais son véritable chef, c'est Konoha. C'est Konoha qui lui a donné cette mission de rejoindre l'Akatsuki, donc il agit en tant que membre de l'Akatsuki, alors que c'est fondamentalement un ninja de Konoha. Agent double. Et si on se penche un petit peu sur comment il agit pour le bien du village, faut repartir sur pourquoi il y est entré et comment. Tout simplement, Obito l'a recruté. Il avait besoin de ninjas puissants pour récupérer de l'argent via des missions afin de récolter des informations sur l'emplacement des Jinchuriki et des bijoux. Et étant donné que ce genre de mission nécessite des ninjas de haut niveau et que ça court pas les rues, il fallait absolument recruter Itachi et il fallait donc négocier avec lui, peu importe à quel point il serait difficile à recruter. Un pacte a donc été passé entre Itachi et Obito, un pacte de servitude mutuelle. Obito récupère un ninja extrêmement compétent pour réaliser les missions et capturer les bijoux. Itachi, quant à lui, s'assure via ce pacte qu'Obito n'attaque pas Konoha le temps qu'il est en vie. C'est-à-dire que du moment qu'Itachi est vivant, Konoha est hors de danger. Obito a accepté ce pacte parce que dans tous les cas, les points positifs d'avoir Itachi surpassent le point négatif qui est de ne pas attaquer Konoha tout de suite. On sait que dans tous les cas, Konoha aurait été ciblé en dernier vu qu'il faut que Kyuubi entre dans la statue en dernier. Donc accepter de ne pas attaquer le village tout de suite contre une aide aussi importante, bah c'était plutôt avantageux pour Obito. Et Itachi en a aussi tiré profit parce que même s'il devait aider le groupe à faire le mal, il a laissé un sacré temps de répit à Konoha qui pouvait se préparer à la menace qui arrive. Peu importe comment vous voyez ça, Itachi était un agent double. Certes, il ne transmettait pas d'infos au village, mais les agents doubles ne sont pas forcément ce genre d'espions. Lui, il protégeait le village en empêchant l'Akatsuki de l'attaquer en étant simplement en vie. Il a agi pour Konoha depuis l'Akatsuki. Le fait qu'il ne transmette pas d'informations sur les différentes menaces ne remet pas en question sa véritable affiliation. Surtout qu'en plus, s'il avait transmis les infos au village sur une quelconque menace, sa mission aurait été compromise. Si Nagato l'apprend, il se fait tuer. Si Konoha reçoit l'info de lui, ils vont la révéler et Sasuke finirait par être au courant vu que personne ne sait qu'Itachi est un agent double. Donc il ne devait absolument pas entrer en contact avec le village. Son apparition dans la première partie était effectivement pour rappeler au village qu'il est toujours en vie, et c'est sûrement Obito qui lui a confié cette mission pour préserver leur pacte parce qu'il aurait eu trop à perdre. En bref, Itachi était un agent double même s'il ne transmettait pas d'informations parce qu'il protégeait son village depuis l'autre camp. Tout simplement. Ah là là là, alors ça, j'avoue que c'est un de mes préférés. Il existe une idée reçue dans l'univers de Naruto, comme quoi, selon certains, le Sharingan offre la capacité de copier n'importe quel jutsu du moment qu'il reste basique, hein, pas de Kekkei Genkai ou de technique archi spécifique. La raison est simple, on a vu Kakashi, donc un non-Uchiwa, copier en direct les jutsu de Zabuza, et par la suite, Sasuke a fait pareil avec le taijutsu de Lee. De par un raisonnement A plus B, on en est venu à la conclusion conclusive que copier les jutsu, et plus largement les facultés, est une des propriétés du Sharingan. Sauf que si c'est dans cette liste, c'est que c'est faux. Du moins c'est une idée incomprise. En fait, le Sharingan ne permet pas miraculeusement de copier un jutsu. Quand tu as un Sharingan et que tu vois un jutsu, tu ne pourras pas forcément le reproduire. Par contre, le Sharingan est une aide incroyable dans l'apprentissage accéléré de ce jutsu. Bah oui, pour apprendre une technique, faut d'abord la comprendre. Faut connaître l'enchaînement de mudra, faut comprendre comment malaxer le chakra précisément pour ce jutsu, faut comprendre comment transformer notre chakra en un élément particulier. Et une fois que toutes ces étapes sont maîtrisées, le jutsu est appris. Le Sharingan permet de faciliter grandement son apprentissage de par ses facultés de décomposition. Il
Il va permettre de décomposer l'enchaînement de mudra, de comprendre la concentration de chakra, sa transformation et son activation. Du coup, le Sharingan n'a pas comme action passive la copie du jutsu, elle a comme action passive la décomposition, qui permet de copier les jutsu. Et encore que ça va marcher que chez certaines personnes qui sont eux-mêmes des cracks en la matière. Genre, Kakashi est un génie de l'espace, capable de maîtriser à peu près n'importe quoi. Quand il voit un jutsu, il le comprend et l'apprend rapidement de base, donc avec un Sharingan, son apprentissage est encore plus accéléré. Par exemple, si le petit Sasuke voit Zabuza faire un dragon à queue, il n'aura pas les capacités de copier ce jutsu parce qu'il ne maîtrise pas l'élément eau et qu'il n'a sûrement pas les capacités de maîtriser un jutsu si complexe. La boule de feu étant une base chez l'Uchiwa, ça compte pas. Donc si Kakashi arrive aussi bien à copier les jutsu, c'est avant tout parce que c'est un maître dans le domaine, ce n'est pas son Sharingan qui fait tout le boulot. Et ça, bah c'est relativement important parce que le nombre de personnes qui m'ont dit que des persos comme Itachi ou Sasuke avaient juste à regarder les jutsu comme le Rasen Shuriken pour le maîtriser instantanément, c'est abusé. Kakashi est un ninja copieur, non pas uniquement parce qu'il a le Sharingan, mais parce que c'est un crack en ninjutsu. Mais bref, le Sharingan, l'œil qui nous a été présenté comme celui capable de copier les jutsu, n'est en réalité qu'un simple soutien dans l'apprentissage. Visage choqué. Alors lui, il a été décliné de toutes les façons possibles. Rock et Guy sont deux personnages très particuliers dans ce manga à cause de leur style de combat qui exclut complètement les jutsu traditionnels. Ici, c'est patate no jutsu dans l'abdomen. Sauf que l'explication, vous l'avez ? Est-ce que vous vous souvenez précisément des dires des personnages sur le pourquoi du comment du que quoi du pourquoi ils n'utilisent ni ninjutsu ni taijutsu? Et bon en fait, il y a en général deux explications qui ressortent et qui sont complètement fausses. La première c'est, ils ont pas de chakra donc ils peuvent faire que du corps à corps. Fort heureusement, ça s'est pensé que par une minorité tellement c'est absurde. Dans Naruto, tout le monde, je dis bien tout le monde, possèdent du chakra. Guy et Lee ne font pas exception. Ils peuvent même le malaxer, l'utiliser à leur façon, comme en le transférant dans leurs jambes pour courir plus vite ou dans leurs bras pour frapper plus fort. Sans chakra, ils auraient pas cette capacité à se déplacer à une vitesse démentielle et ils auraient pas la possibilité de faire passer des gens à travers des murs sans difficulté. Mais bon, encore une fois, c'est absurde vu qu'on voit littéralement leur chakra passer à travers les verrous de leur corps quand ils activent les portes. Donc, ils ont du chakra, on abandonne cette idée s'il vous plaît. Et la seconde explication c'est, c'est parce qu'ils n'en sont juste pas capables. Et ça, ça se rapproche un petit peu de la vérité, mais pas complètement. Parce qu'on a tendance à faire passer ça pour une impossibilité génétique, genre des ninjas naissent avec la faculté d'utiliser des jutsu, et d'autres non. On n'est pas dans My Hero Academia. Sauf qu'ici, à aucun moment, c'est indiqué que Lee ne peut pas faire de ninjutsu. Ce qui est indiqué, c'est qu'il est extrêmement mauvais dans le domaine, tout comme Guy à son époque. Mais être extrêmement mauvais est différent d'être complètement incapable, dans le sens impossibilité de réaliser une tâche. Suffit de regarder ses stats en vérité. Lee n'a pas 0 en ninjutsu et en genjutsu, il a 0,5. Ça peut paraître ridicule effectivement, mais ce n'est pas une valeur nulle. Du coup, il peut en faire, genre il a aucune limitation génétique, et s'il s'entraîne comme un forcené dans le domaine, il devrait être capable de réaliser un jutsu basique à un moment. Il ne le fait pas parce que ce serait gâcher son temps et ses efforts, mais globalement c'est une possibilité pour lui. Et n'oubliez pas que Guy était dans le même cas. On se moquait de lui parce que il peut pas utiliser de ninjutsu, et au final il le fait avec son invocation. Et même quand on regarde ses stats, il a 3 en ninjutsu et genjutsu, donc c'est qu'il y a possibilité de progresser. Le fait qu'il puisse utiliser un ninjutsu d'invocation, ce n'est pas une incohérence. Le fait que Guy et Lee puissent utiliser des jutsu n'est pas impossible. En bref, Lee et Guy ont non seulement du chakra, mais ils peuvent également utiliser du ninjutsu et du genjutsu, juste qu'ils sont très mauvais dans la matière. Je sais que beaucoup sont partis du principe qu'ils ne peuvent juste pas en faire pour je ne sais quelle limitation d'ordre génétique, et fallait rétablir la vérité. Oui, pour beaucoup, cette déclaration c'est juste du bon sens. Naruto est un raté. Il a raté 3 fois son examen en fin d'année, il a la gigatraine par rapport à tous ses camarades, tout le monde le considère comme tel, donc factuellement, c'est un raté. Non. Naruto n'est pas un raté. Je vais même aller plus loin, je pense que Naruto a certaines facilités que beaucoup n'ont pas, mais beaucoup ne le voient que parce qu'il est justement qualifié de raté. Mais pourquoi je pense ça? Tout simplement, faut comprendre pourquoi il est considéré comme un raté. Naruto, c'est un gamin qui a toujours été exclu des cercles sociaux à cause du démon en lui. Personne n'avait le droit de l'approcher, tout le monde le rejetait, et surtout, tout le monde avait peur de lui. Il ne supportait plus ses regards, donc il a essayé de trouver une autre façon de se faire remarquer, en faisant des bêtises. Ça a provoqué 2 réactions, soit ça désespérait les gens, soit ça les faisait rire. Dans les 2 cas, il avait d'autres regards portés sur lui, pas seulement des regards de peur ou de haine. Du coup, pour lui, faire des bêtises était son moyen de se faire remarquer. Sauf qu'évidemment, ça a des conséquences, à savoir la destruction de ses résultats scolaires, et par extension, ça a provoqué ce retard par rapport à ses camarades. Si Naruto avait du mal avec le dédoublement au début, c'est parce qu'il n'écoutait pas, parce qu'il ne prenait pas ses études au sérieux. Son statut de raté lui vient de lui-même, du fait qu'il ait saboté ses études pour être perçu différemment par les autres. Naruto
Naruto n'est pas fondamentalement un raté. C'est juste un gosse qui a pris du retard, mais qui n'est pas moins doué qu'un autre, qui n'est pas plus un raté qu'eux. Et est-ce que vous voulez la preuve de ce que j'avance? Souvenez-vous que Naruto ne savait pas faire de dédoublement correct au chapitre 1. Plus tard dans ce même chapitre, il vole le parchemin qui contient la technique du multiclonage, donc un dédoublement ultra vénère. Naruto l'a appris en quelques heures. Je répète, Naruto, le raté, le gamin qui est en dessous de tous, apprend en quelques heures une technique aussi complexe. Quand l'équipe 7 a appris à marcher sur les arbres, il a appris aussi vite que Sasuke, le génie. Quand il a appris à marcher sur l'eau, il a fait tout ça en très peu de temps, et tout en sachant que contrôler son chakra est plus difficile pour lui à cause de Kyuubi. C'est littéralement comme s'il avait appris à boxer avec des gants de 50 kilos. À aucun moment, Naruto ne démontre être un raté dans son apprentissage. Certes, des ninjas comme Sasuke ou Neji apprennent tout super facilement, mais Naruto est bien plus proche de ce genre de ninja que du ninja raté au vu de sa marge de progression démentielle. Après oui, si on joue sur les mots, on peut dire que c'est un raté scolaire, dans le sens où si on analyse ses résultats, il est très en dessous du reste de ses camarades. Mais quand on analyse sa faculté à apprendre, et même globalement sa faculté à raisonner, bah c'est loin d'être un raté. Parce que finalement, être un raté ou un génie se juge sur la faculté d'apprentissage. Rock Lee est un raté parce que son apprentissage est difficile. Kakashi, lui, est un génie parce qu'il apprend tout instantanément. Naruto, il est entre les deux, mais il tourne naturellement plus du côté des génies que des ratés, et combiné avec sa faculté de s'entraîner plus que les autres grâce à sa réserve de chakra et à Kyuubi, là on peut plus vraiment le qualifier de raté. Ça va paraître presque bizarre de dire ça, mais Naruto n'est pas un raté. Ah là 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 là, j'adore celui-là, il me rend nostalgique de l'une de mes premières vidéos. Le temps passe vite. Un truc est sûr, c'est que dans la communauté de fans de Naruto, la décision de Sasuke de ne pas rentrer au village malgré la révélation sur la vie d'Itachi a été quelque peu controversée. Beaucoup ont pris les armes pour clamer haut et fort que puisqu'Itachi a tout sacrifié pour le bien de son village, Sasuke, en apprenant la vérité, aurait dû suivre ses pas. Décider d'attaquer Konoha juste après contre la volonté d'Itachi, et ça va même ruiner tous ses sacrifices vu qu'il va détruire ce que son frère a tenté de protéger. Cet événement a donné à Sasuke sa réputation de gamin prépubère complètement instable et dont la vie fluctue à peu près autant que le cours de la bourse. Et ça, bah c'est pas fou selon moi, hein. Parce qu'en vérité, il y a une sacrée logique derrière. Posez-vous la question, qui a tué les Uchiwa? Non, ce n'est pas Itachi. Itachi a été missionné pour éliminer les Uchiwa. Il a été la chaise électrique, mais la personne qui l'a activé, c'est Konoha. Konoha devait trouver comment gérer les Uchiwa et a décidé de les éliminer. Konoha voulait la mort des Uchiwa. Konoha voulait la mort des parents de Sasuke. Konoha s'est servi d'Itachi pour éliminer son clan. Ce que Sasuke reproche au village, c'est d'avoir petit 1 éliminé sa famille, petit 2 fait en sorte que la personne qui s'en charge soit son frère, peu importe la vie catastrophique qu'il a mené par la suite, et petit 3 l'avoir fait sans que personne ne le sache. Aujourd'hui, si Konoha est en paix, c'est parce que sa famille s'est fait zigouiller par son frère missionné par Konoha. Suis-je clair? Comment voulez-vous retourner comme une petite fleur dans le village qui a ruiné la vie de votre frère, votre vie et éliminer votre famille? C'est inconcevable! Jamais de la vie vous n'auriez accepté ça. Si demain je vous ligote, vous et votre famille, que je dis à mon bras droit, bute-les tous, vous allez en vouloir à qui? La personne qui a appuyé sur la gâchette ou la personne qui a ordonné de les descendre? Ou alors, vous habitez dans un petit village, le village se réunit et décide de faire tuer votre famille. Vous retourneriez vivre tranquillement au village juste après? Jamais de la vie. Et bah là c'est encore pire avec Sasuke, parce que non seulement il voit la perte de son clan, mais il voit également ce qu'Itachi a dû subir pour Konoha. Il voulait maintenir la paix, mais dans la tête des gens, il est et restera jamais l'un des plus grands enfoirés de l'histoire du village, peut-être même au-dessus d'Orochimaru. Donc non, que Sasuke retourne au village juste après avoir appris la vérité n'aurait eu aucun sens. Ça aurait juste démontré que le personnage de Sasuke n'a aucune réflexion propre à lui, et qu'il suit ce qu'on lui dit de faire. Sauf que non, c'est un personnage qui avance au fil des informations à sa disposition. Il n'est pas enfermé dans une pensée unique et irréversible, il change d'avis si les données à sa disposition vont dans ce sens. Revenir vivre dans le village qui a voulu la disparition de sa famille, c'est impossible. Et analyse à part, mais sa conversation avec Hashirama sur ce qu'est un village est une pure masterclass pour démêler la situation. Ici, il comprend enfin le choix de Konoha d'éliminer son clan et le choix d'Itachi de s'en charger lui-même. Sauf qu'à ce moment-là, il n'avait pas les informations nécessaires pour pousser la réflexion si loin, vu que personne ne connaissait véritablement l'histoire du village de la bouche du principal intéressé. Il a compris pourquoi ça a dû être fait et pourquoi Konoha n'est pas fautif dans l'affaire, c'est juste la victime du système pourri instauré dans le monde ninja. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, relisez ce passage et vous comprendrez absolument tout. Mais enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, existe-t-il d'autres points d'incompréhension dans le manga? Que pensez-vous de ceux évoqués dans cette vidéo? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et la prochaine fois au programme, ça va parler des jutsu avec un petit classement dont j'ai le secret. Vous m'en direz des nouvelles, le petit chef Aspros va vous pondre une masterclass. Comme d'hab.